Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept incroyable, Blabla Run. Et en plus pour ce premier concept, un invité de ouf, le monsieur Maxime Lopez, Runwise. Ça va être incroyable, ça va être... Oui, on est à Montpellier pourtant. Là on va faire un run et on va un peu parler. C'est un podcast, il y aura des happenings dedans et tout. Ça va être hyper sympa, ça va pas être juste un podcast. Ça va vraiment être un peu plus dynamique. C'est parti, allez, let's go. Quand même quelques kilomètres, 3 kilomètres. Et du coup ça sera l'occasion de parler avec monsieur Runwise. Hier en fait on a fait un podcast chez lui. C'était incroyable. Il a fait le psychologue pour moi pendant tout le truc. Une petite partie. Et moi, ce que je trouve ouf avec toi, c'est que tu arrives à rendre accessible la performance. Est-ce que ça a toujours été le but, ça, de Runwise? Ouais, de ouf. Moi, comme je suis quand même à la base un chercheur, ce que j'ai toujours aimé en recherche, c'est vulgariser un peu le plus simplement possible ce que je fais aux gens qui connaissent pas grand-chose. Et il y a un peu une satisfaction d'avoir, tu sais, le haha moment. Tu vois ce que c'est ou pas? C'est quand quelqu'un fait ah. Ah oui, genre tout s'explique. Déjà j'aime trop susciter ça chez les gens, puis moi-même l'avoir quand je regarde du contenu éducatif. Et j'ai envie que les gens aient ça quand ils regardent mes vidéos en mode ah ok, c'est comme ça que ça marche. Et après ça fait aussi une différence dans leur quotidien parce qu'ils s'entraînent mieux et tout, tu vois. Déjà pourquoi tu as créé Runwise? Bah en fait on était pendant le Covid et j'avais trop de temps. Parce que bah, tu sais, on était chez nous tout le temps et j'avais envie de faire un truc. Et je commençais aussi à réfléchir comment je vais gagner ma vie plus tard. Donc j'ai quand même pensé à ça. Trouver un métier ou un vrai métier et tout. Du coup, j'avais honnêtement pas très envie d'être professeur à l'université. C'était ce que j'aurais dû faire, mais je me voyais pas faire ça. Genre, moi je me disais comment je vais courir 150 km par semaine si je suis professeur à l'université. Il faut que je trouve un métier où c'est moi le boss. C'est moi qui décide de mes horaires parce que c'était important pour moi d'essayer de faire du haut niveau. Et du coup, j'ai commencé à écrire des articles de blog. Tu avais commencé avec les blogs? J'ai commencé avec le blog et la newsletter, les deux trucs que j'ai délaissés depuis. Et là, tu faisais du coaching ou pas? Oui, j'ai commencé tout doucement le coaching, à proposer mes services à des Québécois. J'avais que des Québécois au début. J'avais beaucoup de gens d'un certain âge aussi, de plus de 40 ans, des débutants. Ça marchait bien. Et après, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes que je ne pouvais pas prendre tout seul. Du coup, j'ai pris mon premier coach, après mon deuxième, et là on est 25 pratiquement. Est-ce que ta première vidéo c'était sur l'entraînement de Jacob? Ça c'est je pense la deuxième vidéo, mais la première qui a vraiment marché, ouais. Est-ce que tu sais que cette vidéo là, moi je t'ai découvert à cette vidéo là, et c'est mon père qui me l'a envoyé. Ah ouais? Je te jure. Sans mon père, je t'aurais jamais découvert peut-être. Il m'avait dit regarde, il a fait une vidéo hyper intéressante. Et toi ça a toujours été ta philosophie un peu de tout intellectualiser un peu, de vraiment rendre ça cartésien et tout, tu vois. Ah, c'est ma personnalité, j'aime bien réfléchir à pourquoi, du comment. C'est un peu naturel, enfin tu vois, j'ai pas forcé dans une direction. J'ai vraiment essayé de faire moi-même qui je suis. Et au final, moi c'est un peu mon conseil quand les gens des fois ils me demandent tu sais comment commencer sur YouTube et tout. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a beaucoup de gens qui recopient des concepts. Exactement, ouais. Genre ils veulent faire la même chose parce que ça a marché. Et des fois ça marche. Mais si tu fais pas le contenu qui te ressemble, à terme, je pense que soit ça marchera pas, soit tu vas un peu faire du burn-out. C'est vrai aussi dans l'entraînement finalement. Si tu essayes de copier une philosophie qui ne te correspond pas, on parlait du double seuil tout à l'heure en off, je pense que tu prends le risque de moins aimer ce que tu fais aussi. En fait, l'entraînement, c'est un peu comme la vie de tous les jours. Et d'autant plus que nous, c'est un sport où on souffre. Exactement, c'est un sport où on souffre. Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas en souffrant, ça fait une double peine quoi. Ça fait une double peine et c'est facile aussi de juste en avoir marre très vite. Bon là, on a un peu parlé et du coup, on va commencer le premier happening. Ça s'appelle, j'ai pas de nom pour ce truc là, en vrai, le premier jeu j'ai pas de nom, c'est le jeu où tu poses une question et en fait à tour de rôle on donne un nom, pas qu'on répète le même nom. Là la question ça va être, il faut chacun à notre tour on cite un champion olympique de demi-fond jusqu'à fond, ok, de 800 jusqu'au marathon. Ou championne. Oh, on a le droit d'utiliser n'importe quelle distance. Quelle distance et quelle génération tu veux? Là, on a pas assez de temps. Là. Je sais pas, mais il faut pas répéter. Et on a combien de temps surtout pour trouver? Très vite. Quand le mec commence à galérer, on fait 5, 4, 3, 2, 1. Vas-y, je te laisse la main. Hicham El Guerrouj. Pas mal. Kipchoge. Sifan Hassan.
J'ai gagné. Là, j'ai gagné. Je l'ai mis la pression. Kylie Hodgkinson. Kenny Zabekele. Ok. Dibaba. Jacob Ingebrigtsen. Oker. Putain le bâtard, j'allais dire que le cœur aussi. Vite. Rudisha. Wanyoni. Ok, Chebet. Kipruto. Chebet, elle est dans notre médaille. On peut dire plusieurs fois si vous avez des médailles. Que des noms kenyans. Est-ce que Steve Préfontaine il a gagné une médaille? Non. Fini. Eh, il s'est trompé. Putain, j'en avais encore 10. Mais pourquoi t'as voulu tester un truc comme ça? Je voulais tester, je pensais qu'il avait gagné une médaille d'or il y a longtemps, je voulais me la péter un peu, mais en fait... Mais non, mais pas du tout. Putain, j'en avais genre une quinzaine encore. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Ça, c'est clairement pas ma force. Je peux pas travailler dans le rapide, tu vois. Moi, il faut que j'ai Google aussi. Moi, ce que je remarque, c'est que bah, comme t'es bien dans la précision et tout, t'as pas mal d'affaires, genre la Bagora, les montres Coros et tout. Moi, j'ai pas mal de questions par rapport à ça. Par exemple, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la HRV, enfin la VFC aussi? Le VFC, donc variabilité de la fréquence cardiaque. En gros, tu as une durée entre tes battements cardiaques et cette durée, elle varie. On a l'impression que notre cœur, il bat toujours au même rythme, mais en fait, c'est pas le cas. Il y a des chercheurs qui se sont rendus compte que cette mesure de variabilité de la fréquence cardiaque, donc c'est-à-dire la moyenne de la variabilité entre les battements cardiaques, ça pouvait prédire de la fatigue, l'humeur, ça pouvait prédire plein de variables, autant psychologiques que physiologiques intéressantes. Et dans le sport, on s'est rendu compte que cette VFC, elle pouvait prédire si tu étais prêt à t'adapter à un nouveau stress. Mais en gros, quand cette valeur est plus élevée que les normales, ça veut dire que tu peux t'adapter à un nouveau stress. Et si elle est plus basse que les normales, qu'il vaut mieux pas que tu fasses trop dur, trop difficile. Et ce que tu veux dire par stress, c'est une très bonne séance. Ouais, quand je parle de stress, ça veut dire un stimulus physiologique. Ou même psychologique d'ailleurs. Psychologique aussi? Genre tu penses, est-ce que c'est une séance de psy? Oui, peut être plus... Complètement. Ok. Il y a des études qui montrent que la VFC, elle peut être en chute libre après qu'il se passe un événement traumatique dans ta vie. Si par exemple tu te fais virer de ton boulot, c'est un événement difficile, ta VFC elle peut chuter. Donc tu vois, il faut prendre le corps dans son entièreté aussi. Souvent on divise psychologique et physiologique, mais tout ça c'est relié. Hein. Donc très intéressant la VFC à utiliser. Moi je la regarde, mais il faut toujours prendre avec des pincettes parce que c'est pas binaire. Il y a plein de détails en aussi fait, qui c'est rentrent ça. en compte. Et tu vois, moi j'ai remarqué que quand j'étais trop haut en VFC, c'était pas bon non plus. Moi entre 100 et 110 millisecondes, super. Et si je suis à 117, 120, j'ai l'impression que des fois je me sens trop fatigué. Très bizarre. Pour l'avoir testé, la montre fait ça très bien. Quel est genre pour toi le truc le plus utile que tu trouves chez Coros? Moi j'aime bien leur appli, en vrai, je trouve que leur appli, non seulement elle est belle, elle donne envie. Tu vois, ils ont fait une belle job, c'est très québécois ce que je dis, une belle job à garder l'essentiel tout en fournissant beaucoup de détails. Tu vois, ils auraient pu aller encore plus loin et fournir toutes les métriques, mais après tu te perds, il y en a trop. Là ils ont fait vraiment un bon tri et non, je trouve que leur appli elle est incroyable, je la regarde souvent. Et j'aime bien aussi leur algo de est-ce que je suis optimisé en maintien, en performance. Je trouve que c'est à chaque fois que je performe, ma montre, elle me dit que je suis en mode performance. J'ai l'impression qu'elle est très proche de ce que moi je ressens dans mon corps. Comme le prédicteur de course d'ailleurs. C'est qu'il me donne mes records. Ah ouais? Il me donne vraiment mes records, genre sur 10 km. Après il me donne un peu moins, genre il me donne 29-40. Mais je pense qu'à une époque, exactement. De toute façon, 29-40, si tu fais 29-50, tu l'as probablement dans les jambes sur une autre course. Ouais, il est vraiment bon. Il est vraiment précis, Même pour les hauts niveaux, normalement ça marche pas trop pour les extrêmes, tu sais. Et non, ça marche. Donc, je suis très content de Coros. On a parlé de ton projet Runwise et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente Runwise? Parce que moi, déjà pendant longtemps, je crois que Runwise c'était toi. Genre, après c'est toi, mais c'est plus que ça. C'est une entreprise. C'est une marque un peu maintenant aussi. Déjà, il faut savoir que c'est Pauline qui a trouvé le nom. C'est ma conjointe, ma compagne. C'est elle qui a trouvé le nom. C'était le mélange entre run, ça on a compris, et wise, ça veut dire sagesse. Alors, c'est pas vrai que je suis toujours sage, mais c'est un peu la valeur qu'on voulait transmettre. Et ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est une boîte de coaching surtout et de création de contenu. Je pense que la meilleure façon de le définir, c'est on veut éduquer les gens. C'est ça notre première mission. Éduquer les gens avec ce que nous on sait, ce que nous on apprend. Et surtout, notre message c'est on sait pas tout,
mais on apprend. On est là pour apprendre avec vous. Mais c'est ça qui est cool, je trouve, dans des podcasts, c'est que t'es là, t'es ouvert au débat. Et tu vois, par exemple, quand tu ramènes Blaise Dubois, tu vois, il te dit ouais, le carbone, ça sert à rien. Moi je suis pas d'accord, mais c'est pas grave en fait, je laisse parler et c'est pas grave, c'est ça qui est cool. Alors je vais pas inviter des gens qui sont... S'il y a que des désaccords, c'est pas amusant non plus. Tu peux pas inviter le mec qui te dit la terre est plate. ouais, c'est ça. Mais j'aime inviter des gens qui soit ont un savoir que moi je ne maîtrise pas, ça c'est ce que je préfère. Donc là c'est même pas une question de d'accord pas d'accord, c'est juste apprends-moi en fait, éduque-moi sur ce sujet parce que moi c'est les podcasts que je préfère. Donc les podcasts avec Anaël Aubry, les podcasts sur la muscu, c'est les podcasts qui vont nourrir mon intellect. Mais j'adore aussi les podcasts avec toi, avec Baptiste Cartiot et tous les athlètes. Ouais, la partie psychologie. Parce que là je vais apprendre peut-être pas des connaissances, tu sais, théoriques, mais je vais apprendre du vécu des gens et c'est tout aussi riche d'enseignement en fait. Je vais tirer des leçons un peu par rapport à vos expériences personnelles. Fait que j'adore le format podcast. Je pense que ça se voit parce que les gens ils sentent que c'est naturel, tu vois. Ouais. Je suis juste intéressé par ce que les gens ils ont à dire. Moi ma théorie c'est que tu te sers du podcast juste pour apprendre. Oui. Et que nous on est juste là en tant que spectateurs, c'est ça. Mais c'est ça qui est ouf. En fait je pourrais faire la même chose dans un bar. Et ce serait très bizarre de dire Mousse, tu peux venir de Rouen à Montpellier, j'ai trop de questions à te poser. Ce serait bizarre, tu vois. Mais par contre, si je te dis Mousse, il y a un podcast, là tu dis ok, j'ai un intérêt, fait que c'est un peu plus intéressant. Mais moi j'adorerais qu'on puisse faire ça dans la vie. Genre j'appelle quelqu'un que je connais pas, je lui dis j'adore ce que tu dis, c'est bizarre. J'adore ce que tu sais, apprends-moi. Le podcast c'est juste un prétexte. Mais c'est parfait, c'est aussi ça, c'est que aujourd'hui, et c'est ça qui rend la chose bien, c'est que tu aimes bien le faire. Et j'espère que ça restera pendant longtemps. Ouais, exactement. Moi j'ai vraiment ce truc là, si à un moment je le fais par nécessité, franchement c'est pas rendre un grand service aux gens non plus, tu vois. La question est, quel est l'athlète, ou non, la personne en vrai, peu importe qui c'est, que tu aimerais vraiment avoir? C'est pas quelqu'un de non-vivant ou pas? Bon, ceux qui ne savent pas, là on est en train de refilmer parce que j'ai pas filmé tout à l'heure et du coup il m'a refait la même blague. Mais bon. Moi je dirais Kenenisa Bekele. Ouais, j'ai toujours été fan de cet athlète. C'est un mec, il m'a toujours inspiré, je sais pas trop pourquoi parce que c'est pas le plus bavard des coureurs. Mais il a un truc dans sa foulée, dans son aura que je trouve inspirant. Ouais, Kenenisa Bekele c'est un des plus grands champions de tous les temps sur 5000, 10 000, mais même marathon. Il avait presque fait. Non, il avait manqué d'une seconde. De quelques secondes. Ouais. Et c'était Kipchoge qu'il avait à l'époque, je pense. Kenenisa Bekele et le deuxième, je dirais Steve Prefontaine parce que ça avait l'air d'être un coureur très engagé politiquement, qui savait vraiment se faire mal sur les courses, qui est mort à 24 ans dans un accident de voiture comme Kiptoum en fait. Ouais, ce mec avait l'air d'être spécial un petit peu. Ouais, la coupe, mulet. Ouais. C'était vraiment l'américain. Ouais, c'était l'américain original, tu sais. Exactement. Mais qui était très 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 fort. Premier athlète Nike. Ouais, c'est vrai que lui, il aurait des choses à raconter. Mais après, il faut parler anglais. Ouais, c'est ça. Et tu te vois un jour faire des podcasts en anglais? Je sais pas. Mon niveau d'anglais est quand même pas trop mal. Mais un podcast, il faut que ce soit impeccable le niveau d'anglais, tu vois. Et je pense pas que j'arriverai à avoir assez de fluidité. Surtout que des fois, c'est des idées un peu... c'est psychologique, qui sont pas faciles à déjà expliquer dans sa langue. J'aimerais bien, mais je pense que déjà toute ma communauté francophone, ils aimeraient pas trop que ce soit en anglais. Déjà quand c'était en québécois, je recevais quand même pas mal de commentaires sur l'accent québécois et tout. Ouais. C'est chiant ça un peu. Mais ça c'est chiant parce qu'en vrai tu comprends. Et surtout que putain mais arrêtez de nous faire chier, genre ça se passe au Québec, genre c'est vous le problème, c'est pas nous, tu vois. C'est ça et surtout c'est une chance de pouvoir voir autre chose et d'apprendre un autre accent. Et les gens des fois ils le voient comme non c'est pas le bon français. Et ça j'aime pas quand les gens font ça. C'est dommage mais bon c'est une minorité qui faisait ça donc je pense qu'au contraire ça a grave montré du Québec à la France le podcast. Et toi t'écoutes quoi comme podcast? Je consomme peu de contenu running parce que j'ai déjà beaucoup de running dans ma vie. Je regarde de temps en temps une vidéo de toi, une vidéo de Baptiste, une vidéo d'Anto, une vidéo de Renix. Mais je suis pas en mode faut que je regarde toutes les vidéos. Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que sinon t'es trop dedans. Attends, je fais ça toute la journée. Je cours, j'ai une entreprise de coaching,
Je parle de course toute la journée, c'est bon là. J'adore le gaming. Tu joues à quoi là ces derniers temps? Ça fait très longtemps que je joue à Overwatch. Ok. J'ai toujours aimé le jeu, j'adore. En ligne? Ouais. Ok. J'adore Overwatch, c'est là où je peux débrancher le cerveau et rager de ouf aussi. Moi je suis un gros rageux quand je joue. C'est les mangas de ouf. Genre la seule fois où je peux vraiment me déconnecter des réseaux, des trucs comme ça et du travail, c'est mes mangas. C'est quoi comme manga? Mec, de tout, vraiment. Genre Naruto, t'avais kiffé? Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est ceux que j'ai le plus aimé. Regarder mais pas Mais maintenant plus les nouveaux, les plus hype du moment, des trucs comme ça, tu vois. Et aussi du truc coréen, genre des mangas coréens. Ouais, vraiment c'est le seul truc où j'arrive vraiment à me dire genre je fais que ça et j'arrive à le faire pendant longtemps, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Donc ouais, c'est marrant parce que moi quand, je sais pas dans quel podcast, je crois que c'était peut-être avec Baptiste, tu en avais parlé de, c'était le seul moment où tu pouvais déconnecter, c'était de jouer au jeu. Ah ouais, de 100%. Moi je suis comme ça, je pense que j'ai un peu un TDAH qui a jamais été trop diagnostiqué. C'est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Okay. Et ça j'ai toujours eu. Et je sais que j'ai besoin d'une activité intense pour être dans le flow et me déconnecter. C'était un truc difficile pour moi parce que j'ai eu j'avais de la misère à l'école parce que je ne tenais pas en place. Okay. J'écoutais rien. J'avais pas des très bonnes notes quand j'étais primaire, collège. Okay. Au lycée ça s'est amélioré. Et après à l'université c'était beaucoup mieux. Ouais, sérieux? Alors que en fait on a l'impression que t'es un intellectuel de première, genre vraiment que t'as eu facilité. Non mais ça veut rien dire parce qu'en fait, chez les TDAH, il y a un gros problème, c'est la question de motivation. Okay. Quand les TDAH sont pas motivés à faire quelque chose, c'est terrible. Genre, tu peux vraiment être le pire d'une matière, d'avoir les pires notes parce que t'as pas d'envie et t'arrives pas à te forcer. C'est vraiment ce concept de t'arrives pas à te forcer à faire des trucs que t'aimes pas. Okay. C'est pour ça que pour moi dans la vie, c'est hyper important de trouver le plaisir. De trouver du plaisir dans ce que je fais et vraiment que ça vienne des tripes. Parce que si je me force, je peux être le pire, tu vois. Par contre, si j'aime ce que je fais, je pense que je suis assez bon dans ce que je fais. Donc voilà, c'est ça ce truc avec le TDAH. Et t'as pas peur de... Genre là, aujourd'hui, t'aimes la course à pied. Mais t'as pas peur qu'un jour, si t'aimes moins... Bah non, parce que j'arrêterai. T'arrêteras? Ouais. Si à un moment, en fait, c'est simple. Si pendant trop longtemps, je n'aime plus ce que je fais, bah je trouve autre chose. Et je vais vers ce que j'aime plus. Et souvent, quand on aime plus ce qu'on fait, c'est parce qu'on aime plus autre chose. Souvent, c'est ça aussi. Pas toujours, mais souvent. Et moi, je m'enferme pas dans je dois courir pendant les 10 prochaines années. C'est sûr, j'ai un rêve olympique ou ce que tu veux, tu sais, de faire le plus haut possible, le plus haut niveau. Mais je le fais parce que j'aime. Tu vois, c'est hyper important parce que qu'est-ce que ça voudra dire aller aux Olympiques si tu t'es forcé à le faire pendant 4 ans? Tu seras fier de ça, mais est-ce que vraiment ce sera nécessaire? Je pense pas. C'est une question avec soi-même en fait. Parce que je pense qu'il y a plein d'athlètes qui ont gagné des médailles aux Olympiques sans aimer vraiment ce qu'ils faisaient. Je pense à Michael Phelps par exemple. Il l'a dit, mais il a eu des gros problèmes psychologiques après ça et pendant, de dépression notamment. Est-ce que ça vaut le coup une médaille olympique pour avoir des problèmes psychologiques pendant longtemps? En vrai, tu sais que moi, ça c'est le genre de question, c'est un truc qui m'arrive très souvent ces derniers temps parce que, tu vois, j'ai l'impression de... Je suis à un âge où je me rends compte qu'on n'a qu'une vie, tu vois. Oui, exact. Genre vraiment. Et en fait, on se rend compte, il y a tellement de gens qui ont vécu avant nous. Et tu vois, on peut voir, et nous on a la chance, tu vois, de voir comment vit un médecin, comment vit un athlète de haut niveau. Et tout, et tu te dis, peut-être que je me force pour faire un truc alors que j'ai qu'une vie. Et que c'est pas vraiment ça qui m'aurait rendu épanoui. Mais tu crois pas qu'on a trop le choix, tu vois, aujourd'hui? Mec, de ouf. Tu sais que ça, c'est un problème d'avoir trop le choix. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis libre d'habiter où je veux. C'est horrible, je sais pas où aller. Il y a des études qui le prouvent que l'être humain, pour être vraiment au top épanoui, il a besoin d'un nombre de choix qui est limité. S'il y en a pas, c'est terrible. Mais s'il y en a trop, c'est terrible aussi. Ouais. Parce que ça crée une anxiété de choix. Par exemple, quand tu vas au restaurant et que tu as une carte qui finit plus, tu as vu ce sentiment de putain, je sais pas quoi prendre. Parce qu'en fait, chaque choix te fait détruire un coup d'opportunité énorme. Tu as l'impression de tout louper et puis tu veux prendre le meilleur en fait, c'est normal. C'est ça. Et des fois, nous, on est dans une société aujourd'hui où, en tout cas nous qui sommes quand même privilégiés, je pense, on a plein de choix, on peut tout faire un peu. Et c'est pour ça que j'aime la course, c'est parce que je me mets un peu dans ce truc. Ok, pendant 5-10 ans, j'essaie d'être le meilleur là-dedans. Et j'aime ça, et il n'y a pas vraiment d'autre chose à côté. Quand tu cours, t'es limité quand même. T'es limité en sortie, tu sors moins, tu voyages moins. Tu voyages pour les courses en fait. Exactement.
Et ça, j'aime bien parce que c'est d'une simplicité dans un monde complexe. Ouais. Tous les jours, je cours. Le reste, on verra. En vrai, j'ai découvert toute une autre facette là pendant ce week-end là qu'on a passé ensemble. Ouais. Où genre moi, j'avais l'impression que toi, t'étais le plus cartésien. Tu vois, vraiment, il te fallait des preuves. Et en fait, je découvre toute une autre personnalité. Ouais, que je montre moins sur Mais oui, et tu parles que de psychologie et tout, et c'est incroyable. Ouais. Je trouve ça tellement intéressant. Je pense que j'ai peur d'ennuyer les gens avec ça. Peut-être qu'il y a des gens qui seront ennuyés, mais une personne comme moi, mais ça lui plairait de ouf. Et je pense que si moi, ça me plaît de ouf, c'est quelque chose que tu peux. Et je pense que c'est un truc qu'on a fait un peu hier. Ah ouais, hier, tu vois. Hier, c'est la partie de moi que j'ai développée dans les dernières années. C'est genre cette partie où je suis plus sensible, où je parle plus des émotions, où c'est une partie que dans mon éducation, j'ai pas trop été éduqué dans ce sens-là. C'est pas un truc qu'on m'a montré ou qui a été valorisé, mais c'est un truc que j'ai compris très tard, qui existait chez moi, parce qu'en fait je suis un humain. Ouais. Donc ça existe à peu près chez tous les êtres humains, tu vois. Et ça, le travail sur toi, t'as vu un psy pour ça ou est-ce que tu l'as fait? J'ai vu plusieurs psys, en ce moment je consulte aussi. J'ai repris de la psychologie, enfin j'ai repris une thérapeute très récemment parce que j'avais envie de travailler sur cette facette émotive de ma personnalité que j'avais mis sous le tapis pendant trop longtemps et que ça se voyait. Je commençais à accumuler certaines émotions négatives, je sentais que je fonctionnais pas de manière aussi fluide que j'aurais dû. Je fais un doctorat en psychologie, ce serait quand même scandaleux que moi-même je fasse pas ce travail-là sur moi, tu vois. Parce qu'après je suis le premier à aller conseiller aux gens, à mes athlètes, à ma famille d'aller consulter, tu vois. Ouais. Donc je voulais le faire ce travail moi-même et je suis très content. Ça coûte cher. Mais je pense que c'est le meilleur investissement qu'on peut faire sur soi. De voir un bon psy. Faut trouver le bon psy, quoi. Ouais, je pense que un bon psy, c'est comme un bon kiné, comme un bon médecin. T'as déjà vu, toi? Non, jamais. Ça te plairait de faire ce truc-là ou ça te fait peur? En vrai, avant, ça me faisait peur. Et même, je me disais que j'avais besoin un peu d'être parfois un peu frustré, un peu... Ah ouais, tu pensais que c'était une bonne chose presque? Ouais, je pense que c'est... Je l'ai toujours vu comme une force. Ok. Mais c'est souvent ce que les mecs se disent, hein. On se dit c'est ma force, moi je suis un mec, je suis brut, tu vois. Ouais. Moi j'ai pas besoin de psychologie, je travaille sur moi-même tout seul, moi. En fait aujourd'hui, en parlant avec toi et en voyant comment t'es ouvert, comment t'es... Je me dis que ça peut pas être déconnant en vrai. Moi je pense qu'il y a pas grand chose à perdre. Je pense que plus tu te connais, plus tu comprends pourquoi tu réagis comme ça de façon subtile dans les situations et plus tu deviens un être humain qui est ancré. Honnêtement, le podcast, il m'a ouvert les yeux quand même sur certaines personnes qui sont vraiment évoluées et matures psychologiquement. Et je me dis, la performance, elle vient pas par hasard. Je pense qu'elle vient aussi par le psychologique, parce que tu te connais mieux. Moi, j'y crois tellement à ça, mais c'est vrai que la France, on est un pays qui est assez hermétique à la psychologie, pour plein de raisons dont on n'aura pas le temps de discuter aujourd'hui, mais c'est dommage. Je pense que c'est dommage. Et au Canada, ils sont plus ouverts? Oh, 100%. Bah moi, tu vois, ma psy, elle est canadienne. Okay. Et c'était important pour moi. Parce qu'en gros, pour être psy au Canada, il faut faire un doctorat. Déjà, c'est énorme. Ouais. Pour être psy en France, il faut un bac+5. Très différent. Ça veut pas dire que les psys en France sont mauvais. Ça montre juste l'importance qui est accordée à la psychologie au Canada versus la France. Okay. Puis honnêtement, les universités canadiennes et américaines en psychologie, elles ont 10 ans d'avance. Ah ouais. Ouais, j'ai fait les deux. J'étais à Lyon, j'ai fait ma licence à Lyon, je fais mon doctorat au Canada, ça n'a rien à voir. Et j'aimerais rebondir sur une question, et je pense que c'est la question qui va peut-être clore ce podcast et je la trouve incroyable. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller à moi pour progresser? Et là, au début, cette question-là, je voulais que tu me donnes des conseils d'entraînement. Aujourd'hui, tu me connais, je pense, pas mal, grâce au podcast d'hier et aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de moi et de... Qu'est-ce qui pourrait vraiment me faire avancer? C'est des questions qui sont délicates parce que j'ai peur de me tromper et si je me trompe, ça peut t'aiguiller dans la mauvaise direction. Ouais. Donc tout ce que je vais dire, évidemment, il faudra le prendre avec des pincettes parce que j'ai pas de boule de cristal et je te connais depuis pas si longtemps que ça. On se connaît depuis 2 jours, enfin réellement. Ouais, je te connaissais à travers tes contenus et en vrai on voit déjà beaucoup de choses dans tes contenus vu que tu te montres tel que tu es. Alors laisse-moi réfléchir pour pas te dire de bêtises. Je pense que si vraiment tu voulais aller au plus haut niveau, il faut arriver à faire un tri et avoir une organisation avec la création de contenu qui vient pas trop empiéter sur ta capacité à vraiment t'entraîner fort et dur sur une longue période de temps. Je l'ai vu chez d'autres athlètes influenceurs, la création de contenu c'est un truc illimité. Tu peux faire toujours plus de projets, toujours plus de vidéos et je pense que ça peut venir un tout petit peu
des fois en confrontation avec ça. Donc il faut trouver le bon dosage au bon moment. Ça c'est peut-être le truc numéro 1. Faut pas que que tu t'éparpilles en fait. Exactement. Le numéro 2, et je pense que c'est de loin le plus important, qui est revenu dans le podcast, je pense, et tu me dis si je me trompe, il n'y a aucun problème, que tu as quand même peur de décevoir les gens qui te sont proches, mais aussi ta communauté. Ouais. Tu mets de grosses attentes, tu as envie de délivrer la marchandise, tu mets des hauts standards à toi-même. Et ça, je pense que ça peut venir aussi créer une fatigue émotionnelle, une fatigue générale, tu vois. Ouais. Ça se voit, ça se sent. Pour toi, c'est vraiment important de faire les choses bien et de courir des chronos pour les autres aussi, tu vois. Ouais, je pense que t'as pas tort sur ça. En psychologie, on le sait. Mais je l'ai moins, ça. Tu l'as moins Je aujourd'hui. l'ai moins aujourd'hui. Ça se voit que tu la travailles. En fait, ça se voit que tu es dans le processus, tu vois. Ouais. Que tu es en train, pas de t'abstraire du regard des autres parce que tu le fais jamais vraiment à 100%, on reste des humains, mais d'être plus détaché. On sent que 2023-2024, ça a été le moment où tu réalises que ah ouais, il y a une part de moi qui fait vachement les trucs pour les autres, mais je suis en train de reprendre le contrôle, tu vois. Et ça, c'est l'histoire d'une vie, hein. Tu vois, je donne un exemple de pourquoi je dis ça et que je vois ça. C'est que je pense que c'est dur pour toi, des fois, d'annoncer un peu ce que tu vas faire ou les courses que tu vas faire, parce que dans ta tête, tu es déjà peut-être en train d'anticiper les attentes des gens. Ouais. On sent que ton cerveau, il fonctionne comme ça. On sent que tu as envie de faire plaisir aux gens. Et on sent que ça te fait mal au cœur de décevoir. Et je pense que toute l'arc de Berlin, ça parle de ça en fait, tu vois. Et moi je trouve ça trop intéressant, parce que ça se voit que tu es quelqu'un d'hyper sensible en fait. Tu as une sensibilité hyper élevée. Et c'est dur pour toi. Bah, les gens ils te voient comme un mec. En fait, ils pensent pas que les mecs ils peuvent être sensibles de base, tu vois. Fait que... Mais ouais, en vrai, moi, tu vois, genre, je le dis toujours, et en vrai, j'essaye, par exemple, parfois de me détacher de certaines critiques, des trucs comme ça. Et moi, les critiques, mais des fois, ça me fait tellement mal. Ouais, ça se sent. Quand c'est sur l'humain, tu vois. C'est ça qui est difficile, tu vois, quand quelqu'un. Ta personnalité. Exactement. Quand c'est sur des performances, je m'en fous parce qu'on est tous le plus fort de quelqu'un. Et t'as une autre course pour te rattraper derrière. Exactement. Mais quand quelqu'un te dit ouais, tu fais les choses mal, t'es un peu un faible, un truc comme ça, ou t'es une mauvaise personne, genre un truc comme ça. Il y a des mauvaises intentions, quoi. Exactement. Ah, ça fait mal, ouais. Et c'est ce qu'on discutait hier. Tu vois, typiquement, quand tu bosses avec un psy, en fait, un psy, c'est quelqu'un que tu payes et qui va t'écouter. Ouais. Si tu réfléchis dans ta vie, il y a combien de personnes qui t'écoutent vraiment pendant 1 heure? Ça n'arrive jamais. On est d'accord. Qui ont les bonnes réactions. Ouais, et qui ont les bonnes réactions. C'est ça. Écouter, par définition, c'est ne pas juger, tu vois. Ouais. Écouter, c'est comprendre la réalité de la personne sans parler de soi. Et ça, c'est extrêmement dur. Et aujourd'hui, c'est très très rare d'avoir des gens qui ont une belle capacité d'écoute et qui vont avoir l'envie et l'énergie de t'écouter. Payer un psy, c'est triste, hein, d'une certaine façon, parce qu'on devrait avoir ça dans notre vie naturellement. Exactement, de la famille et des proches. Les faits est qu'on l'a pas, en fait. Les gens n'ont pas les notions suffisantes, les gens n'ont pas l'énergie suffisante, bref. Bah oui, parce que chacun est le personnage principal de sa vie. Exactement. Il peut pas te... C'est ça, il n'a pas le temps, on est dans une société où il doit s'aider lui-même, Bah puis il oui. y a personne qui non plus très bien dans sa tête, dans sa peau de manière générale. Donc là, tu payes une personne qui est compétente pour ça, qui va vraiment t'écouter, te comprendre, essayer de trouver potentiellement des solutions. Mais c'est même pas le but en soi de trouver des solutions, les solutions vont arriver naturellement. Et quand tu te sens écouté, et on le sent des fois dans le podcast, tous les deux on se sent écouté à certains moments, il y a un truc qui arrive, une énergie qui, putain, il m'a compris. Il y a un lien qui se crée, c'est comme dans les mangas. Ouais. Le lien il se crée comme ça. Il y a une aura qui crée autour les deux. Et tu te sens énergisé et tu te sens soulagé aussi. Parce qu'on comprend et on valide tes émotions et on te dit c'est légitime ce que tu ressens. Et ça fait du bien. Donc un psy c'est ça, c'est juste ça. C'est pas genre Freud qui va genre analyser pourquoi ton père est regarde. Non, ça c'était il y a très longtemps. Aujourd'hui c'est quelqu'un qui t'écoute et qui prend assez cher pour t'écouter parce que ça prend excessivement d'énergie mentale d'écouter quelqu'un pendant 1 heure. Bah oui, parce qu'en fait, tu lui donnes tes problèmes. Ça s'appelle le transfert en psychologie. Ouais. C'est vraiment une vraie notion de le double transfert. Ouais. C'est quand ton psychologue il vit tes émotions à travers toi et lui ça l'affecte. Donc Mais le oui. but le psychologue est affecté par ce que tu lui racontes. Est-ce que tu penses que les psychologues sont plus aptes à parfois être en dépression? Ah mais c'est prouvé. Au Canada, les psychologues font partie des 3 métiers avec le plus de problèmes de santé mentale, notamment le burn-out. Ouais. Donc aujourd'hui, je crois que beaucoup de psychologues ne sont plus à temps plein. C'est pour ça qu'ils prennent très cher. Une séance de psy, ça peut être au Canada entre 150 et 200 $ par mois, par séance, pardon. Donc c'est très cher, mais c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux d'écouter. Oui, c'est ça. Et d'écouter quelqu'un pendant 1 heure, c'est comme je te disais, une qualité qui est rare. Je
sais pas, je suis en train de faire, on dirait que je fais un placement de produit pour la psychologue. aller sur consulter. Cliquez au 06. Non, mais c'est important parce que je pense qu'il y a assez peu de gens, surtout sur le haut niveau et la performance, qui parlent de tout ça. On est encore dans un milieu qui est très... Et même en tant qu'humain, genre là, moi vraiment, je te parle en tant qu'humain, même pas en tant qu'athlète, tu vois. Genre vraiment, comme je te disais, genre le but de la vie, c'est pas de faire le meilleur chrono. Le but de la vie, c'est d'être heureux et de faire ce qu'on aime, tu vois. Et si on arrive à trouver ça de soi-même, et tu le fais de ton travail de soi, tu vois. Genre comme tu as dit, aller aux Jeux Olympiques ne te rend pas heureux. Ouais, je vais pas le faire, je m'en fous, tu vois. Est-ce que ça fait du sens? Et je pense que c'est... En fait, je pense que chaque personne doit dire ce qui fait du sens pour elle, tu vois. Ouais. C'est ça qui est dur. On a tous des vies différentes et tu vois, être heureux, je trouve que c'est une très bonne motivation dans la vie. Mais tu vois, tu as des gens, ils vont dire non, mon but dans la vie, c'est pas ça. Mon but dans la vie, c'est d'être le meilleur dans ce que je fais. Si tu demandes à Elon Musk le but dans sa vie, je suis sûr que le but dans sa vie, c'est pas d'être heureux. Le but dans sa vie, c'est d'être le meilleur dans ce qu'il fait. Ouais. Et c'est ce qui fait du sens pour lui. Et tu vois, c'est ok. Il faut juste trouver ce qui fait du sens pour toi, en fait. C'est ça le plus dur dans la vie. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils perdent leur sens. Trouver sa priorité un peu. Ouais, trouver, mais il n'y a pas un truc comme ça dans les mangas. Un mot qui dit trouver son destin, tu sais, son Everest. Un peu, ouais. Il y a un truc du genre de... Ça peut changer aussi dans la vie, c'est ça qui est cool. C'est qu'il y a un peu des arcs dans la vie. Ouais. Tu vois, moi je suis dans mon arc de course à pied, où je veux être le meilleur possible en course à pied. Mais je sais d'avance que cet arc-là, il aura une fin. Et d'une certaine façon, je suis content que c'est une fin, parce que s'il n'y avait pas de fin, je pense qu'il n'y aurait aucun sens à faire ça pendant 40 ans. En tout cas pour moi. C'est comme, tu sais, la métaphore. Est-ce que si tu avais une vie éternelle, tu aurais de la motivation dans la vie? Ouais. Ça, c'est une vraie question qu'on se posait en psychologie, qui était un peu plus philosophique, mais est-ce que la vie est pas belle justement parce qu'elle a une fin? Est-ce que demain, si les êtres humains ils peuvent vivre de façon éternelle, est-ce qu'ils vont être bien ou est-ce qu'ils vont être totalement névrosés et apathiques? Je sais pas. Ouais, je pense que là, on a fait le tour de ouf. On est parti loin, là. On est parti très loin. Mais c'est des questions que je me pose des fois, quand je cours, tu vois. Merci énormément à toi, vraiment Maxime, d'avoir été aussi ouvert aussi, parce que comme tu as dit, c'est quelque chose que même toi, t'en parles pas. Non, pas trop. La psychologie, tout, là, je vais taper. C'est le monde intime aussi, des fois, tu vois. Oui. Et t'as pas forcément envie de donner tout aux gens. On est des créateurs de contenu. Les gens, ils te prennent tout, en fait. T'as plus d'intimité. Et il y a un risque, je pense, à donner tout. Il y a un risque aussi. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent appuyer là où ça fait mal plus. Et moi, j'ai pas envie. Les gars, soyez bienveillants avec Maxime, là. Vraiment, et avec moi aussi. Moi, ça va, les gens sont quand même cool avec moi. Moi aussi, hein. Franchement, moi, je te jure qu'ils sont hyper sympas. Soyez pas bienveillants avec nous, soyez bienveillants avec tout le monde, en fait. Exactement. Ouais, nous, ça va. Nous, ça va. On n'est pas à plaindre, je crois. On a des bonnes communautés. Et franchement, 99% des gens sont super empathiques et bienveillants. Je te jure. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Vraiment, moi, ça m'a fait trop kiffer et j'ai trop envie d'en refaire. Même, j'ai trop envie d'en refaire qu'avec Maxime, j'ai l'impression. Vraiment faire un arc complet. Il faut que tu viennes à Barcelone. Franchement, ouais, pourquoi pas. Et allez, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la mienne et celle de Maxime, Runwise. Il y aura le podcast chez lui aussi. Je ne sais pas lequel va sortir le premier. Ça dépendra de Mehdi, le monteur. Problème technique du caméraman. Maxime, il en a marre de la prod. Et à la prochaine, les amis. C'était Mousse pour Mousse Life. Ciao!